Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jean-Max, avec Michel et avec Alexis et nous allons parler de Remember Me, un jeu Capcom développé sur Paris par le studio Dontnod Entertainment. Bienvenue dans Extra Life. Alors c'est parti, on va commencer déjà par faire un petit point sur la jeunesse du projet. Donc c'est le premier jeu de Dontnod. Et je crois, alors tu m'arrêtes si c'est faux, t'en as pas mal parlé, donc moi je vais faire le résumé rapide. Donc le projet a débuté à l'été 2008, t'en as discuté avec plusieurs amis, t'avais l'intention de monter ton propre studio, et autour d'un projet ambitieux qui s'appelait Adrift. Et c'est exactement ça. Alors c'était pas moi qui avais l'intention d'eux, mais nous qui nous sommes rencontrés, qui avons eu ensemble l'envie et l'intention d'eux. On avait nos boulots respectifs. On s'est rencontrés avec Alexis qui était lui freelance. Tu faisais partie alors des quatre Je faisais partie du pack d'origine. Okay. Le pack d'origine, c'est également Alexis, donc directeur artistique, moi-même directeur créatif. Il y a Oscar Gilbert qui est le directeur du studio, Hervé Bonin, production director de production, et Alain Damasio qui est directeur narratif et aussi écrivain de science-fiction émérite et reconnu. Donc ça, c'est les 5 de départ qui ont arpenté les bars parisiens avec l'envie de monter Dontnod et l'envie de faire Adrift, puis plus tard de Remember Me. Voilà. C'est devenu notre petite blague à nous, mais c'était le couscous vin rouge du mercredi soir où on se réunissait justement pour parler de ce projet-là, enfin comment dire, le projet de nos rêves. Ouais. Et ensuite, ça a pris corps avec le temps. Et pour monter un projet de cette envergure-là, il fallait monter un studio. Donc il y a tout qui s'est imbriqué, tout qui s'est mis en place avec le temps, mais sacrée aventure humaine. Et donc du coup, avec le temps, vous avez donc le début de la production du jeu, c'était en 2010. Vous avez embauché une centaine de personnes, donc grâce à Sony qui était derrière le projet au départ. Ouais. Ensuite, Sony a quitté le bateau en 2011. Alors toi, tu t'es retrouvé donc à la Gamescom avec une petite démo. Enfin, je crois que c'était une petite vidéo de présentation de l'univers du jeu et de son gameplay. Ouais. Un teaser. Un teaser plus sur l'univers. Ouais. Qui était fait de concept art, fait par l'équipe de ces deux merveilleux. Il faut dire qu'à l'époque aussi, tu avais un t-shirt Hug for Free, non? À la Gamescom, quand tu y étais. T'avais un t-shirt Hug for Free, le Clean for Love Money. De l'argent pour faire un jeu vidéo. C'était. On a commencé sur les fonds d'un investisseur privé, on a été avec Sony, qui s'est à un moment donné retiré du projet, mais parce qu'ils annulaient toute une série de projets chez eux en interne pour des raisons qui les regardent, mais on faisait partie d'un batch de projet, il n'y avait aucune mauvaise relation entre nous et eux, il n'y avait pas de mauvais regard sur la qualité du jeu du tout, c'est juste qu'ils ont eu à faire ça. On est reparti en indé pendant 1 an, et puis après on a été à la Gamescom, on a présenté certaines choses aux journalistes, on a créé le buzz, et derrière les éditeurs sont venus vers nous, on a eu plusieurs contrats sur la table, et Exactement. Je vois que tu as bien épluché ce qu'on a dit. Ouais. On avait 4 contrats différents. Je vais pas dire lesquels, mais grosso modo, Capcom, évidemment, a été l'un d'entre eux et c'est celui qui nous a le plus convenu, pas seulement d'un point de vue conditions juridiques, financières, etc., mais aussi la relation qui nous proposait, le suivi, le respect du projet, le fait que ça matchait bien sur l'identité de notre projet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu. C'était important pour nous également, parce qu'à cette époque-là, en fait, le jeu était extrêmement avancé. Ouais. Et donc, les conditions étaient particulières. C'est ça qui a aidé aussi beaucoup les éditeurs à être en confiance, c'est-à-dire qu'ils savaient ce sur quoi ils signaient. Ouais. On n'était plus à l'époque où on avait un PowerPoint et puis juste nos tronches pour essayer et 3 concept art pour convaincre. Là, il y avait vraiment le jeu qui existait, qui était tangible, et c'était entre guillemets à prendre ou à laisser. Mais du coup, il n'y a pas eu de remise en question des choix fondamentaux comme une héroïne ou Néo Paris ou telle formule de gameplay, etc. Et ça s'est super bien passé. Cool. Alors maintenant, on va parler un peu de vous trois. Alors, on va commencer par toi, Jean-Max. Donc, tu es directeur créatif, également cofondateur du studio, et tu as travaillé 4 ans chez Ubi, dont 2 en Chine. Est-ce exact? C'est tout à fait exact. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu plus que ça, 5 ans chez Ubi en tout, mais j'ai très bien pu dire 4 ans dans une autre interview. Et voilà. C'est ton profil LinkedIn. Oui, d'accord. Très, en fait, c'est parce que je compte autre chose dedans, mais voilà. Oui, j'ai commencé chez Ubisoft, d'abord comme chef de produit pour le marché chinois, en fait, parce que j'avais fini mes études en Chine. J'ai travaillé
Normalisation des relations entre éditeurs occidentaux qui étaient Ubisoft là-bas et le gouvernement chinois, les processus d'approval, etc. Sachant que Ubi était le seul éditeur à cette époque-là, en 2004. Et je bossais aussi avec tous les éditeurs mondiaux du coup pour lancer tous les jeux en Chine. Après, je suis passé à la prod chez Ubi en France. J'ai bossé sur Haze, un jeu qui n'a pas été très facile, mais qui nous a énormément appris. Où on a pu se rencontrer avec Alexis. Après, j'ai bossé sur un certain nombre de... Oscar également. Avec Oscar, je dis, le on veut dire avec Oscar, mais tu fais bien de le préciser. Et après, voilà, j'ai bossé sur un certain nombre de conceptions de projets chez Ubisoft qui n'ont pas encore été annoncés ou qui le seront peut-être pas, j'en sais rien, ça commence à faire quelques années. Et puis en 2008, on a fondé Dontnod, donc ça fait quand même déjà 5 ans. Voilà, un peu pour mon parcours. Toi, Alexis, donc tu es directeur artistique. Alors toi, tu es un illustrateur très connu. Tu as bossé sur plein de projets, Magic l'Assemblée, World of Warcraft TCG, Marvel Comics, Splinter Cell, Fear. Et donc tu chapeautes la direction artistique de Dontnod depuis le tout début. Donc la rencontre s'est faite en fait à Ubisoft sur un projet de jeu. Moi non plus. Tu te souviens sur le bord de la route. Et après, on s'est vraiment rapprochés. Non, mais c'est marrant, en fait, justement, la rencontre. La rencontre s'est passée au niveau professionnel. Et ensuite, elle s'est étendue, on va dire, au niveau amical. Avec les autres associés, c'est un petit peu pareil, où c'est devenu avec le temps. Enfin, l'expérience est tellement forte, là, une espèce de... Je sais pas comment dire, peut-être de famille. Mais oui, non, je me souviens des premières fois où je t'ai rencontré. J'étais pas très... Tu me posais des questions et j'étais pas très... parce que j'étais vraiment fan et en fait... non, mais de ce qu'il faisait. Et en plus, je venais de découvrir parce que je suis pas... Enfin, bref, c'est par le boulot que j'ai découvert son travail. Et du coup, quand on l'a rencontré et qu'il était en lice pour designer redesigner les troopers de Haze, déjà le fait d'être en lice avec d'autres artistes, ça lui plaisait pas. Mais moi, ça, je le savais pas. Et par contre, j'étais vachement presque obséquieux à dire putain, ouais, j'adore ce que tu fais, etc. Et lui, il avait l'impression, il avait dégage. Du coup, c'est pas chaud. Est-ce que là, tu te concentres uniquement sur Remember Me? Est-ce que tu fais d'autres choses à côté, ou alors c'est vraiment... Non, je fais d'autres choses à côté, mais disons que Remember Me et le studio Dontnod, ça m'accapare en fait l'essentiel de mon temps, voilà. Depuis 5 ans, j'essaye toujours de conserver d'autres trucs à côté, un petit peu de liberté, là j'aurais d'autres envies, mais bon, là c'est le gros chantier. Alors, je te poserai d'autres questions sur la partie DA. Michel, toi aussi, donc directeur artistique sur le projet, donc depuis 2011, tu es sur Remember Me, c'est ça? Alors, non, en fait, j'ai rejoint Dontnod en 2008 en tant que freelance, où j'ai commencé en concept art. D'accord. Donc je les ai rejoints assez rapidement, c'était en octobre 2008, quelque chose du genre. Mois, on a dû dire que j'étais l'employé numéro 9, c'est ça? Numéro 9. On appelle nos... Numéro 9. Numéro 9. À mon bureau, voilà, s'il te plaît. c'est ça. Et du coup, j'ai commencé en concept art. On se connaissait un petit peu, on s'était rencontrés il y a quelques temps aux Utopiales, etc. Et du coup, j'avais vu une annonce et je me suis dit, cool. Vous avez fait un petit peu à peu près le même parcours. Tu as fait des couvertures pour des bouquins, pour White Wolf par exemple. Tu as travaillé sur des concept art pour des jeux, EVE Online, pour le jeu de cartes Warlord. Ouais, j'ai bossé sur Ruse aussi, pour UBF chez Eugène System. J'ai bossé sur pas mal de jeux DS, des petits trucs. T'avais bossé sur Ruse. Ouais, j'ai fait des super concepts pour un petit jeu de cheval qui s'appelait Mégalo, mais plus loin Galo, c'est pas Mégalo, mais c'était très cool de faire des écuries et des chevaux et des bottes de foin, c'était pas mal. J'imagine. Du grand concept art. Du coup, direction artistique, tu voulais ajouter autre chose? Du coup, voilà, j'avais vu l'annonce d'Alexis, je me suis dit, cool, un studio français, bosser avec Alexis. Du coup, je les ai rejoints en 2008, en bossant d'abord en concept art en freelance, et après j'ai rejoint l'entreprise sur place, je crois en 2010 plutôt. En fait. Ouais, ça c'est je crois que c'était plutôt. Non, mais je pense que c'est les histoires de freelance qui deviennent employés, etc. Même nous, on est paumés. Moi, je savais pas qu'ils bossaient chez nous. C'est assez particulier parce que quand Michel nous a rejoints, effectivement, on était très peu, donc 9. Tu travaillais à distance, en caleçon chez toi, jusqu'à 6h du matin, avec des horaires assez décalés. Donc on était une toute petite structure. 6-7h du matin, j'envoyais ce que j'avais fait la nuit. Ouais. Et c'était vraiment, vraiment le début. Donc nous, pareil, on avait beaucoup de choses, plein de points à régler au niveau gameplay, à tous les niveaux, quoi. Même le studio, en fait, n'existait pas tel qu'il est maintenant. C'était pour nous, une espèce de bataille, plein d'incertitudes et plein de zones de flou, quelque part.
Et donc Michel nous a rejoint pour tout le travail de concept art. Moi je me souviens au début on passait des fois 2 heures au téléphone par jour, je crois qu'on était juste à échanger. Tous les deux en fait, t'avais posé pas mal de bases et puis je t'avais rejoint puis on avait vraiment Ouais, itéré donc sur c'était l'univers. ping-pong, mais c'était vraiment comme tu dis, le tout début. Ensuite ça a évolué, ça a pris plein de formes différentes. Et ensuite Michel nous a rejoint, donc en vrai physiquement, et s'est régalé au niveau de la direction artistique sur place, travailler avec les équipes, avec les gens. Et, voilà. D'accord. Et donc du coup, on va parler un tout petit peu du jeu rapidement. Donc ça se situe à Néo Paris. Donc le jeu s'appelle Remember Me. Néo Paris 2084, univers cyberpunk, pas basé sur les augmentations à la Deus Ex, c'est un truc un petit peu différent. Et donc avec un personnage qui s'appelle Nilin, qui est une memory hunter. Donc elle hack la mémoire des gens et elle est malheureusement pour elle amnésique au début du jeu. Et donc première question sur la création de Néo Paris. Et sur le fait que, pour moi, enfin, un directeur artistique, ça gère toute la production du jeu, mais il y a beaucoup de concepts art créés au début. Aujourd'hui, genre 5 ans plus tard, vous faites quoi exactement sur le jeu? Votre boulot est terminé? Ou vous avez encore des choses? Ouais. Le jeu vient d'être bouclé. Ils vont sur les plateaux télé. Voilà. Mais vous avez fait quoi sur la longueur? J'ai l'impression qu'en fait le boulot c'est surtout sur la période de pré-prod pour créer l'univers, pour asseoir un petit peu l'ambiance du jeu, etc. Mais par la suite, au fur et à mesure que le jeu avance, que le développement avance, est-ce que vous vous retirez petit à petit du développement et de la prod du jeu, puisque votre travail est déjà fait, et donc c'est aux graphistes de passer, de modéliser un petit peu et de donner vie à ce que vous avez créé? Non. Après, on n'a pas la même façon de travailler. Enfin, on s'entend très bien. On a un rapport extrêmement proche, je pense, au niveau artistique et au niveau feeling. Mais là, Michel, en fait, justement, il a fait un travail en plus d'initier en fait la vision, enfin de participer vraiment au début. Il y a tout un travail de suivi. Ouais. Qui fait quelque part justement qu'on concrétise les idées, et c'est pas seulement en fait balancer seulement un visuel, avoir une image, mais c'est plein de petits points en fait que tu gères tout le temps, que tu affines. Et donc au début tu as peut-être les grandes lignes en fait par rapport à la vision, mais il faut donner corps à tout ça et tous les petits détails comptent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme tu dis, le début, tout ce qui est pré-production, on va dire pendant la première année, c'est beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations pour vraiment poser l'univers, où ça c'est vraiment un boulot, on faisait ça tous les deux, et aussi avec évidemment les autres concept artistes talentueux qu'on a chez Dontnod. Et ensuite, le gros du boulot, ça va être de continuer. Il y a toujours un petit peu d'illustration, mais c'est beaucoup vraiment faire le suivi de production, c'est-à-dire bosser avec les graphistes 3D, avec les graphistes enviro, les graphistes perso, avec le graphiste des interfaces, les UI du jeu, pour vraiment vérifier que tout ce qu'on a posé dans la bible graphique, dans la conception de la direction artistique, soit respecté et suivi dans le jeu, avec vraiment des retours au jour le jour, avec les graphistes, avec les level designers. On bosse étroitement en collaboration avec Jean-Max, avec l'équipe game design, pour être sûr que tout fonctionne bien, et jusqu'à la fin, il y a vraiment beaucoup de boulot. Et tout, t'as la promo qui enchaîne ouais, ensuite, exactement, t'as aussi le marketing, plein de t'as boulot plein sur le d'éléments. marketing, où toi t'es encore toujours à fond dedans, avec plein d'images market, pas ouais, mal de y a choses ça. à faire à côté. Donc c'est vraiment un boulot de longue haleine. Voilà, il y a pas de moment où on se retire, Quand on parle là, j'aurais l'impression qu'il y avait le cliché en fait, t'es dans ta cabane, tu balances 3 visuels, oh j'ai un univers, il est très beau, et bim, après ça se transforme en jeu vidéo, mais non, le processus est vachement plus long, il est itératif en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein d'évolutions, il y a si tu regardes en fait nous, tout notre travail qu'on a fait justement sur Néo Paris, c'est pas exactement la même vision qu'on avait au début, pour certaines raisons qui sont que le gameplay a évolué, que le cœur du jeu, et en fait, je sais pas comment dire, par rapport à l'industrie du jeu vidéo, moi ça me semble en fait le processus le plus complexe à l'heure actuelle, tu vois, au-delà du plus dur, plus difficile en fait que le cinéma, dans le sens où c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire en fait parfois tu peux avoir une trouvaille au niveau game design qui va influencer l'histoire, qui va influencer la direction artistique. D'autres fois en fait c'est un visuel en fait, un personnage fort, bim, qui va inspirer en fait le scénar, qui va inspirer justement une petite trouvaille au niveau game design, et c'est un espèce de truc qui monte comme ça à différents niveaux. Et donc tu changes, tu tires un petit fil à un endroit, ça peut détricoter un truc, donc tu t'y attendais pas du tout. Il y a un mec qui vient te voir 3 jours plus tard qui te dit mais ça change tout, mais en fait c'est une meilleure idée, on en discute, etc. Enfin c'est hyper itératif, et c'est d'autant plus exacerbé chez nous qu'en plus on était un nouveau studio avec une nouvelle IP, enfin une nouvelle propriété intellectuelle, un nouvel univers, tout à créer, et du coup c'était des mécaniques de gameplay, justement. Oui, ça s'applique aussi au gameplay. Ouais, puis tout le long de la prod, il y a aussi les contraintes techniques. Par exemple, on peut nous avoir pensé en pré-production des concepts, des environnements, on se rend compte avec les contraintes techniques qu'on peut pas faire exactement ce qu'on souhaitait, donc on réadapte, on bosse avec tous les corps de métier justement pour
guider vraiment la vision du jeu jusqu'à la fin et pas juste, comme tu dis, pas juste poser quelques briques au début puis dire ouais, débrouillez-vous avec ça, nous on a fini notre boulot, on s'en va quoi. Pour illustrer le travail d'évolution, en fait, je pense qu'un des points les plus importants par rapport à nous et le travail sur Remember Me, c'était l'importance de l'eau au tout début. Ouais. Le premier nom de projet temporaire en fait correspondait à la dérive. Il y avait tout un travail, en fait, une réflexion où on voulait travailler sur la dérive politique, la dérive sociale, la dérive avec la montée de la flotte. Pardon ? Vas-y, technologique, sociétale. Voilà. Il y avait un petit environnemental, tout ça en fait. Et donc on avait toutes ces intentions-là et il y avait ce travail sur la mémoire au cœur de tout. Ouais. Et ça s'est pas fait une journée, voilà, quelqu'un arrive en réunion et dit ouais, on va focaliser que sur la mémoire, mais petit à petit, en fait, il y a cette tendance-là qui a émergé, qui est sortie du lot, et on s'est dit voilà, il faut focaliser en fait toutes nos forces là-dessus, et c'est ça l'élément principal en fait qu'il faut mettre en avant sous plein de formes différentes. Mais ouais, voilà, essayer de glisser un maximum de choses dans les éléments de décor, dans l'histoire, dans même le gameplay, que tout tourne autour de la mémoire. Et du coup, l'importance de la flotte, du niveau de l'eau qui avait monté, bah, en fait, il s'est réduit. Et c'est toujours là, mais ça n'a plus la même importance qu'au début. On a travaillé, pareil, il y a eu des concepts qui ont été faits sur des véhicules marins, sur les systèmes ça nous ramène très très loin dans le temps, de circulation sur l'eau, de passer d'un niveau à l'autre et tout. Pour produire de l'énergie, pas mal de choses. Il y avait des wakeboards à un moment donné dans Remember Me. C'est pas Je te jure. Ouais, non, c'est hyper itératif, quoi. C'est hyper itératif. Et c'est vrai ce que dit Alexis, c'est hyper, comment dirais-je, il y a des mouvements tectoniques vraiment, voilà, de choses qui émergent comme ça, et il y a aussi parfois des accélérateurs, des grands accélérateurs. Je me rappelle qu'à une époque où on avait encore plusieurs personnages jouables, on était qui avaient plusieurs occupations, et un jour l'anecdote elle est réelle quoi. Je suis sous ma douche et j'ai une espèce de révélation comme ça. Je me dis il y en aura qu'une, ce sera Niline et elle sera Memory Hunters quoi. Et en fait c'était pas genre la révélation allons-y, non, en fait ça cristallisait tout, voilà, tout ce qu'on avait eu dans les dernières semaines, etc. Et au moment où tu l'as, cette idée, tu sais que c'est bon parce que ça s'appuie sur tout le boulot, toute la recherche qu'il y a. C'est vraiment un acte créatif où tu te remets en question perpétuellement, quoi. D'accord. Alors moi, né au Paris, j'étais aux toilettes et je me suis dit, c'est le flash. Voilà. C'est normal. Né au Paris, donc du coup on retrouve on retrouve Saint-Michel, on retrouve la Tour Eiffel, on retrouve la Bastille, etc. Vous avez créé comment un petit peu cette nouvelle ville futuriste? Vous avez été faire des repérages sur Paris, ensuite vous avez sur ces photos dessiné des choses en imaginant ce que ça pourrait donner. C'est un peu comme le projet sur le Nouveau Paris, mais genre 100 ans plus tard, c'est assez proche ce que tu dis. Ouais. Justement, c'est vrai on est parisien, donc on avait accès à tout. Enfin, c'est hyper simple d'aller faire des petits repérages photos. C'était vraiment un vrai plus d'avoir accès à toute cette documentation. Et pour créer la ville, on bosse un peu comme ça justement. Pas mal on prend des photos, enfin on voit ce qui fonctionne. On voulait vraiment recréer une ville futuriste mais crédible. Donc il fallait se baser sur le Paris existant. C'était notre volonté de garder cette crédibilité, cette mémoire de la ville en fait. Et du coup c'était un vrai travail de prospective, d'essayer de voir comment cette ville fonctionnerait dans 75 ans. Et qu'est-ce qu'on voulait rajouter comme élément futuriste, comme élément high-tech, cyberpunk. Et du coup, il y a eu énormément de boulot sur ça, où on a vraiment tâtonné jusqu'à trouver le bon équilibre entre l'ancien et le futuriste pour pas faire trop high-tech, trop space opéra. Il faut conserver, j'ai le terme en anglais mais en français, un sens de l'histoire, ce qu'ils appellent sense of history, le fait que la ville en fait, même en 2084, elle a un passé. Tu vois, je te dirais que c'est une leçon en fait qui vient du premier Star Wars, où c'était une des premières fois où tu avais des vaisseaux spatiaux en fait qui étaient usés, et donc quand tu les vois, ils sont pas tout neufs, ils sortent pas de l'usine, mais ils ont un passif en fait, ils ont une histoire, et du coup en fait toi, en tant que spectateur, tu t'immerges un petit peu plus facilement dans l'histoire. Nous, c'était un petit peu la même démarche avec Paris, on le connaît aujourd'hui, donc il y a un passé derrière, mais même en 2084, le gros challenge, c'était de pas créer un univers, tu vois, qui soit tout froid, tout blanc, tout neuf, et qui n'évolue plus, qui soit figé. On voulait pas faire une ville qui soit c'est juste futuriste et il y a pas de passé, il y a pas de futur. Vraiment, c'est une ville pour moi toujours en mouvement, et on voulait vraiment sentir le passé, sentir qu'il y a toujours des nouveaux immeubles en construction. C'est pour ça que même on a bossé il y a pas mal de zones en travaux, de grues, d'éléments pour montrer que la ville a son histoire et continue vraiment d'évoluer, continue de changer, d'avoir des nouveaux immeubles qui se construisent. Et on a vraiment voulu bosser sur rajouter les couches futuristes. Donc par exemple, on a pris des immeubles actuels, des immeubles haussmanniens, sur lesquels on rajoute des nouveaux étages
qui sont plus futuristes, mais en gardant les fondations, en gardant tout ce qui fait le charme de Paris, justement, tout ce qui est les vieilles pierres, les moulures, les éléments Guimard, les stations de métro, etc. Les crottes de pigeons. Les crottes de pigeons, c'est vrai. Non, mais c'est ce genre de petits détails qui fait la différence parfois. Qui est venu, qui a playtesté le jeu et qui a dit ce que j'ai préféré, c'est les pigeons. C'est les pigeons. Donc avis aux reviewers du jeu. Pardon ? C'est des vrais pigeons ou c'est des pigeons robots? C'est des vrais pigeons. C'est des vrais pigeons. Ouais. Ok. Il y a encore des vrais pigeons dans Paris 2084. Ouais. Ok. C'est un petit peu les rats modernes. Il y a des rats aussi. On a quelques rats aussi. On a quelques rats. On coupe, on va s'arrêter là pour cet Extra Life. Bon, désolé, il est vraiment beaucoup trop long. Les développeurs qui m'accompagnaient du studio Dontnod Entertainment qui développe Remember Me avaient vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on se retrouve pour la seconde partie de cet Extra Life dans une semaine, toujours samedi à 18h30.